Alors, je vais commencer. Il y a une limite que avec l'appareil, pour une raison que j'ignore, je ne suis pas capable de passer du mode B au mode M. Donc, normalement, mais je vais quand même vous montrer des images ensuite qui vont provenir, que j'ai enregistrées. Donc, il y a plusieurs... Bon. Alors, premièrement, vous vous rappelez que on va examiner le thorax en région pour faire un balayage complet. Donc, on va se référer aux zones de vol. Il y a plusieurs façons de diviser le thorax, mais nous, celle qu'on utilise, qu'on a choisie, c'est celle de les divisions de Volpicelli. Donc, on va avoir 12 régions. Donc, on divise le thorax en deux et dans la partie antérieure du thorax, on peut avoir la zone 1 en supérieur, la zone 2 en inférieur. On va un peu plus en latéral, on a la zone 3, la zone 4. Et on répète la même chose, zone 5, zone 6, zone 7, zone 8. Et en postérieur, tu peux-tu t'asseoir? Tourne-toi. En postérieur, donc du côté droit, on aura 9, 10, 11, 12. Alors, c'est les 12 divisions de Volpicelli. Et moi, je vais vous faire la démonstration dans la zone 1 de Volpicelli, mais on devrait faire le balayage dans chacune de ces zones-là pour voir qu'est-ce qui se passe. Parce que comme un stéthoscope, bien, pour avoir une vue globale de qu'est-ce qui se passe dans le poumon, bien, il faut vraiment s'assurer de faire un balayage complet du poumon, parce qu'on pourrait avoir on appelle... quand les problèmes concernent le parenchyme pulmonaire, on va dire qu'il s'agit d'un syndrome alvéolo-interstitiel. Et le syndrome alvéolo-interstitiel peut être bilatéral, comme quand, par exemple, on a un édème pulmonaire, alors qu'on pourrait avoir un syndrome alvéolo-interstitiel localisé. Et là, on parle plus des consolidations, donc pneumonie, atélectasie. Puis, on a des signes échographiques qui nous permettent de comparer les deux. Alors, évidemment, c'est Alexandre, ton nom, tu m'as dit. Donc, Alexandre, bien, c'est un sujet sain. Donc, on va pouvoir faire l'examen échographique du poumon sain ce matin en démonstration. Puis comme je vous ai mentionné, je vais me limiter à ce que je vois simplement en mode B, mais pour vous montrer des images en mode M, bien, j'utiliserai mes images sur l'ordinateur. Ça vous va? Donc, tu peux te recoucher. Puis on va aussi ensuite voir les principaux sites pour examiner le diaphragme. Donc, on a besoin de deux sondes. Donc, j'ai une sonde linéaire ici qui est à haute fréquence, qui va me permettre de voir ce qui est plus en superficie. Donc, on va l'utiliser justement pour aller examiner la plèvre et la zone d'apposition sur le diaphragme. Et vous avez la sonde curvilinéaire qui, elle, me permet d'aller plus en profondeur. Donc, si je veux aller voir si le sujet a un épanchement pleural, par exemple, ou pour aller examiner le diaphragme dans un autre angle, on va utiliser la sonde curvilinéaire. Alors, vous avez, donc, on remarque là que le marqueur est à gauche de l'écran. Ce serait possible d'avoir un marqueur à droite de l'écran. Ça serait une convention cardiaque. Les cardiologues, quand ils font un examen échographique du cœur, ils ont le marqueur à droite, mais nous, ce qui nous intéresse, on a notre marqueur à gauche. Donc, si je suis dans un axe transverse avec la sonde, donc qu'est-ce que c'est un axe transverse? Si je positionne ma sonde dans cet angle-là, il faut toujours, il y a un marqueur sur le côté, le marqueur va toujours être du côté droit du patient. Il correspond au marqueur que vous avez sur l'écran ici. Donc, tout ce qui est du côté droit ce que j'ai plus...
du côté droit de l'écran va être son côté droit réel et la même chose pour le côté gauche. Droite égale droite, gauche égale droite, droite égale gauche. Est-ce que ça va pour ça? OK, alors, ce qui est à gauche, le marqueur est à gauche. Je pense que j'ai fait un petit, je vous ai mélangé. Mon marqueur sur l'écran est à gauche, mais ça correspond à ce qui est à droite du patient parce que je vais mettre le marqueur vers sa droite. Vous me suivez? Alors que si j'ai un axe longitudinal, le marqueur, je vais le mettre vers la tête. Alors, le marqueur sur l'écran est à gauche, donc ce qui est à gauche de l'écran va correspondre à sa tête. Ça va? Pour ça, c'est bon? Parfait. Donc, je vais mettre du gel. Ah oui, il y a une autre chose que je voulais faire avant. Par rapport au Blue Protocol, comme je vous ai montré une image hier. Donc, le Blue Protocol, j'ai les mains froides, hein? Donc, on met nos deux mains sur le thorax. Donc, l'auriculaire près de la clavicule, les deux mains superposées comme ça. Donc, ce qui correspond à ma main en supérieur correspond au lobe supérieur. Ce qui correspond à ma main en inférieur correspond au lobe moyen. Tandis que du côté gauche, ce sera le lobe supérieur et la lingula. Et avec le Blue Protocol, ce qui est intéressant aussi, c'est que la partie inférieure de la main correspond à la position du diaphragme. On va dire qu'il s'agit de la ligne phrénique. Et cette ligne phrénique-là, elle va me donner un point de repère pour aller faire un examen un petit peu plus tard. Ça va? Alors, vous voyez, quand j'ai mis du gel, ça l'a changé. Alors, moi, je m'assure toujours, j'ai mon marqueur sur ma sonde, puis je vais vérifier si effectivement ça crée un petit mouvement pour être sûr qu'ils sont bien synchronisés ensemble. Donc, puis là, bien, on nous suggère toujours, puisque les sondes sont quand même assez dispendieuses. Est-ce que vous dites ça, dispendieuses? Donc, assez chères. Bien, on veut les protéger, donc on suggère d'avoir un tour, de faire un tour pour éviter de les échapper. Donc, je vais aller examiner la zone 1. Alors, je m'assure que le marqueur soit vers la tête. Donc, ce qui est du côté du marqueur sur l'écran correspond à la tête du patient de ce côté-là et les pieds de ce côté-là. Alors, je vais ajouter de la profondeur. Là, ici, vous remarquez que j'ai un signe. C'est quoi? Est-ce que vous êtes capable de... OK. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Le signe, non, le signe de la plage est seulement visible en mode M. Ça, c'est un signe de la chauve-souris. Alors, on voit, finalement, peut-être que j'y arriverai. OK. Alors, vous, ici, ça c'est une côte. On a même des lignes A. Alors, j'ai une côte, j'ai l'autre côte, j'ai l'ombrage sur les côtes. Et ici, vous avez la ligne pleurale. La ligne pleurale, donc, c'est ce qui définit le signe de la chauve-souris. L'ombrage de chaque côté, c'est les ailes de la chauve-souris. La plèvre ici, la ligne pleurale, c'est le ventre de la chauve-souris. C'est pour ça qu'on va dire qu'il s'agit d'un signe de la chauve-souris. On voit quelques lignes B ici. Est-ce que vous les voyez? Alors, les lignes B, ah oui. Alors, les lignes B, c'est des lignes qui sont causées par une interface RO. Alors, les ultrasons, ils vont se réfléchir, ils ne retourneront pas immédiatement vers la sonde quand il y a une interface RO. Et ce qui fait que quand ils retournent vers la sonde,
le fait qu'il y a eu beaucoup de réflexions, bien, ça crée une lumière qui est plus hyper-écogène, qui va se diriger vers la profondeur de l'écran. Alors, puis, on va accepter jusqu'à combien de lignes B dans un espace intercostal? Moins de 3. Ça dépend. Il y a des sources qui vont dire pas plus de... Il y a des sources qui vont accepter que 3 est normal, puis d'autres sources qui vont nous dire que 3 devient pathologique. Mais c'est certain que plus de 3 est pathologique, là. Alors, on pourrait dire moins de 3 ou 3 et moins pour dire que c'est pathologique. Ça dépend des sources. Et donc, vous avez vu les lignes B, on en a ici. On remarque ici qu'il y a un glissement pleural. Vous le voyez ici. Ça bouge quand il respire. Vous voyez que les lignes B se déplacent un petit peu en même temps que la ligne pleurale. Vous voyez ça? Oui. Et ici, qu'est-ce que vous avez? Une ligne A, exactement. J'ai positionné mon écran en jouant avec la profondeur parce qu'on suggère d'avoir, quand on fait l'examen des ondes de Volpicelli, avoir un tiers de l'écran qui est au-dessus de la ligne pleurale et 2 tiers de l'écran qui est sous la ligne pleurale pour avoir une bonne profondeur. Et donc, la ligne A, elle est causée aussi par un phénomène de réverbération. Ce qui se passe dans une ligne A, c'est que, pour avoir une ligne A, c'est que le faisceau d'ultrasons reste emprisonné un petit peu entre les deux plèvres, mais il y en a une partie qui retourne vers le faisceau, qui retourne vers la sonde, pardon, qui nous permet de voir la ligne pleurale, mais il y en a une autre partie qui reste emprisonnée et qui retourne vers la sonde de façon retardée. Donc, la sonde interprète c'est plus profond parce que ça lui a pris plus de temps à retourner vers la sonde. Donc, c'est une réplication des lignes pleurales que vous voyez ici. Puis, qu'est-ce qui caractérise les lignes B? C'est que la distance que vous avez ici, elle est la même ici. Puis, si j'avais une autre ligne A, ça serait la même distance. Ça va? Alors là, idéalement, bien, ma sonde bouge, là, mais idéalement, c'est de toujours essayer de conserver les deux côtes là, pour bien voir le signe de la chauve-souris entre les deux, qu'on soit bien positionné entre les deux côtes. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Non. Et puis là, bien, je pourrais balayer, je pourrais descendre un petit peu, aller voir un autre espace intercostal. Et je pourrais, dans l'espace intercostal, me déplacer. Mais toujours... Oui, exactement, j'ai des images tantôt. Oui, oui, parce que... Oui, oui. Mais j'en ai montré quelques-uns hier, mais je les ai remis. Oui. Oui, on pourrait... Mais là, oui. Mais je vais au plus simple parce que c'est vraiment une familiarisation, mais effectivement, il ne faut pas confondre les lignes Z avec les autres lignes. Alors, je ne vais pas... mais on dit que les lignes Z ont peu d'importance là, au niveau. C'est juste qu'il ne faut pas les confondre. Mais ils n'ont pas de... Alors, une fois que je suis installée comme ça, je vais me repositionner. Alors, je pourrais aller sélectionner un seul faisceau. Alors, vous voyez, donc le faisceau en vert. Et ce faisceau-là pourrait maintenant me faire... Mais c'est ça que je suis incapable parce que normalement, sur les appareils que je connais, on réappuie, puis le balayage se fait pour qu'on puisse se convertir en mode M et qu'on voit l'image. Puis là, bien, je suis désolée, c'est ma limite là, avec ma familiarisation de l'appareil, mais j'ai une image en échographie, en vidéo, que je vais pouvoir vous montrer un petit peu plus tard. Ça vous va? Alors ça serait l'autre chose que je voulais faire. Oui, on va essayer quelque chose. Je vais essayer de te faire simuler un pneumothorax.
Mais c'est vraiment... OK. Alors, tu respires. OK. OK. Et maintenant, tu vas arrêter de respirer. Bon, c'est-à-dire, prends une bonne inspiration, puis garde-la. Garde. Oh, ça bouge. Voyez, garde-la, garde-la. Plus de glissement pleural. Vous remarquez? Respire. Est-ce que vous avez vu? L'absence de glissement pleural? Alors, je vais lui demander de le refaire. Ici, là, ça ne bouge plus. Vous remarquez? Alors, si je me mettais en mode M, bien, vu que ça ne bouge plus, en mode M, au lieu de voir le signe de la plage, je verrais le signe du code barre. Puis ça aussi, je vais vous le montrer parce que là, je ne suis pas... mais j'aurais pu le simuler ici, puisqu'il n'y a pas de glissement pleural. Ça veut dire que le poumon ne bouge pas en dessous de la ligne pleurale. Alors, ce qui fait qu'on voit l'aspect de sable quand on est en mode M disparaîtrait parce qu'il n'y aurait plus de mouvement de la respiration. Ça va? Parfait. Maintenant, je vais aller sur la zone... Oh non, je vais simuler autrement un pneumothorax. Bien, moyennement, là, mais on peut il y a une façon aussi de... On peut, avec la main, je vais mettre la sonde, puis ça, je vais te donner... Tu pourras t'essuyer la main ensuite, ou même tu peux déjà t'essuyer là. Après, OK. Alors, avec ta main, passe-moi ta main. Alors, je pourrais mettre la sonde dans sa main. Et vous voyez les métacarpes? Alors, ça peut simuler les côtes. Donc, là, j'aurais comme plus d'un espace intercostal parce qu'évidemment, les métacarpes, ils sont plus rapprochés un de l'autre. Et on peut simuler le glissement pleural. Vous voyez? Donc, je pourrais faire une image. Si je pouvais passer en mode M comme ça, je pourrais simuler un signe de la plage en mode M parce que j'ai un glissement pleural ici. Puis si je fais aucun mouvement, il n'y a plus de glissement pleural, il n'y a plus de mouvement ici. Alors, en mode M, si je mettais mon faisceau ici, j'aurais un signe du code barre aussi. Ça va? Alors, je vais vous les montrer, je vais vous les rappeler tantôt avec mes vidéos puis mes images là, sur une projection. Fait que tu peux t'essuyer. On va enlever le gel ici. Ça va? Puis j'ai oublié de te dire, quand j'ai mis le gel et la sonde, que c'était froid. Est-ce que tu as remarqué? OK. Alors, la zone d'apposition, maintenant, c'est pour examiner le diaphragme, mais je vais le faire tout de suite parce que j'utilise aussi une sonde linéaire pour faire l'examen de la zone d'apposition. Alors, la zone d'apposition, c'est l'insertion du diaphragme sur les 6 dernières côtes. Donc, notre point de repère, et ça, vous savez ça dans les documents que j'ai sur la petite clé USB là, qui a été fournie avec le... Donc, la zone d'apposition, on se met au niveau des 8e, 9e côtes, entre la ligne axillaire antérieure et la ligne axillaire moyenne. C'est le point de repère pour pour pouvoir examiner la zone d'apposition. Alors, ça va être froid. Et pour ça, je vais devoir avoir moins de profondeur ici. Bon. Voyez-vous, quand il respire, comment ça s'épaissit? Alors, on s'intéresse à ici, où on va se trouver entre la plèvre et la membrane péritonéale. Donc, c'est deux lignes hyperéchogènes. Et entre les deux, vous avez le diaphragme. Et quand tu prends une bonne respiration, oups, excusez, j'ai glissé. Prends une bonne respiration. Voyez-vous comment ça s'épaissit? Et on revient. Encore une fois. Alors, observez ici, regarde.
Puis là, bien, ça, c'est le poumon qui vient de rentrer, là. Alors, respire profondément. Juste ici, oups, là, on ne le voit plus. Alors, ça, c'est cette épaisseur-là qui m'intéresse, mais voyez au fur et à mesure qu'il inspire, comment ça s'épaissit, vas-y. Oups, bien là, c'est le poumon. Je vais essayer de me mettre... respire juste un peu moins, on le voit bien. Encore une fois. Est-ce que vous avez vu comment ça s'épaissit ou non? Oui. Alors, puis là, ben, c'est le poumon qui vient cacher l'écran ensuite. C'est bon? Alors, là, je repère le diaphragme en mode B. Et ensuite, je peux aller vers le mode M. Alors, je vais juste vous simuler comment j'irai vers le mode M. OK. Alors, respire. Respire plus, un petit peu plus. OK. Alors, mode M. Et là, on a un petit curseur ici qui nous permet d'aller chercher où on veut aller examiner. Vas-y, inspire un peu. C'est beau. Encore. Alors, vous voyez, là, je conserve mon... là, tu as respiré un petit peu fort. Ça aurait... Vas-y. Alors, puis vous voyez que lui, il regarde l'écran puis il fait de la rétroaction en même temps pour être sûr qu'il vient pas... que son diaphragme ne vient pas cacher l'image ici. Alors, si je passais en mode M, je pourrais aller vérifier les changements, mesurer l'épaisseur en expiration et l'épaississement en inspiration, puis faire mesurer finalement la fraction d'épaississement. Question? C'est bon? OK. Alors maintenant, je vais changer de sonde. Alors, qu'est-ce que ça vous tente de voir? J'ai deux choix pour vous. Alors, bien, on va les faire tous les deux de toute façon. Donc, je pourrais vous montrer l'excursion du diaphragme ou le PLAPS point. Le PLAPS point, il provient du Blue Protocol. Dans le fond, le PLAPS point, c'est l'endroit où à cause de la gravité, l'épanchement pleural va aller dans le cul-de-sac diaphragmatique. Et donc, c'est la région qui nous permet d'observer l'épanchement pleural là, à cet endroit-là. Alors, ben, je vais commencer par le PLAPS point. Examen terminé. Ça, je veux cette sonde-là. Alors, je n'ai pas ma sonde curvilinéaire parce que je devrais avoir vraiment le triangle, là, comme on a vu hier. Donc, il ne me permet pas d'aller chercher la sonde curvilinéaire. Alors, en principe, si, là. Non, ça, c'est la... Et là, il ne veut pas. Option. Non. Il faut valider. Donc, il faut rentrer dans le... Bien, hier, j'y étais arrivée. Ouais, Ah! faut valider C'est bon, c'est bon. OK. Alors, sur ma sonde curvilinéaire, on voit bien le marqueur. Donc, ça, sur l'autre, c'était un petit signe simplement, mais sur celui-ci, on peut
bien le reconnaître. Donc, dans un axe longitudinal, il va toujours être dirigé vers la tête. Alors, pour aller examiner le PLAPS point, je vais utiliser l'axe longitudinal. Le point de repère, c'est à partir de la ligne phrénique. On s'en va vraiment un peu plus en postérieur, à peu près la ligne axillaire postérieure, ligne scapulaire. Donc, on peut être vraiment beaucoup plus en postérieur. Je vais t'enlever ça. Puis, je vais garder son beau foie. Alors, est-ce que vous reconnaissez ça ici? Alors, ça, c'est le foie. Donc, on le reconnaît parce qu'il y a comme des trous de fromage de gruyère dedans. Donc, moi, c'est ce que je dis à mes étudiants pour qu'ils puissent bien le reconnaître, puis ça marche. Donc, là, il me reste juste à trouver le diaphragme. Alors, vous allez voir, on le voit un peu ici, le diaphragme, vous le voyez? C'est une ligne hyperéchogène qui est collée sur le foie. Les deux sont en amour, sont toujours collés un sur l'autre. L'ombrage que vous voyez ici, c'est une côte. Alors, respire. OK. On le voit pas, ça sort pas très bien sur l'écran, mais on voit le foie, on le voit mieux sur mon écran. Attendez, parce que je bouge en même temps que... OK. Alors, le point de repère, c'est de trouver le foie, de trouver le diaphragme, et s'il y avait un épanchement pleural, attendez un petit peu. Ouais. S'il y avait un épanchement pleural, mais j'aurais une zone anéchogène ici. Alors, quand tu respires, vas-y, respire. On voit que le poumon respire plus profondément. Alors, on voit que le poumon embarque et balaie tout ça. Puis là, on revient dans cette position-là. Donc, ça me confirme, s'il y avait un épanchement pleural, le poumon ne pourrait pas faire déplacer puis faire disparaître l'image. Mais l'image n'est pas excellente sur l'écran, par contre. C'est le mieux que je peux faire, je pense. Je vais essayer de donner un peu de profondeur. Alors, ce serait la région qu'on irait examiner, mais malheureusement, ça ne sort pas super bien sur le grand écran. Est-ce que vous avez des questions sur le principe? Dans le fond, on se trouve au niveau de l'angle costophrénique avec notre sonde, là où va s'accumuler l'épanchement pleural. C'est sûr qu'un épanchement pleural plus important, mais oui. J'ai pas compris? Le positionnement de la sonde va être au niveau de la ligne scapulaire, donc qui est le prolongement de la ligne phrénique.
Donc, quand on va plus, la ligne phrénique, vous vous souvenez que quand on fait le Blue Protocol, c'est la partie inférieure de l'auriculaire. Donc, ça, c'est la ligne phrénique. On l'amène jusqu'en postérieur, ça devient la ligne scapulaire, puis à peu près au niveau de la ligne axillaire postérieure. Donc, la jonction entre les deux. C'est bon? Ça répond? Avez-vous d'autres questions? Parfait. Donc, dernière démonstration, puis après, je vais vous montrer d'autres images. Peux-tu me mettre ça, s'il vous plaît? Fait que c'est sûr que comme matériel, en plus du gel à ultrasons, ça vous prend des serviettes de bain en grande quantité. Parce que le gel, il en faut beaucoup. Alors, la dernière démonstration que je vais vous faire, c'est au niveau de la voie subcostale antérieure. Donc, c'est sous le grille costal, à peu près au niveau de la ligne mi-claviculaire. Puis là, on va avoir un axe transverse. Donc, votre marqueur doit être orienté vers la droite du patient. Alors, sous le grille costal. Puis, la sonde, elle va être orientée en postérieur, un peu en interne, puis crâniale. OK? Oh, wow! Est-ce que vous voyez? C'est quoi? Ça, c'est quoi? C'est le foie, puis le diaphragme et le foie sont toujours collés un sur l'autre. Alors, le foie, le diaphragme, vous le voyez ici. C'est la ligne hyperéchogène que vous voyez ici. Donc, respirez profondément. Et expire. Alors, à l'inspiration, le diaphragme, il descend, mais il se dirige. Donc, il descend, mais il s'approche de ma sonde, puisque ma sonde, elle est plus basse. Et à l'expiration, il remonte. C'est bon? Et si j'allais en mode M, donc je placerais mon faisceau dans la partie la plus concave et je pourrais avoir une image en mode M de ce faisceau-là dans le temps, comment ça évolue dans le temps, puis ça me permettrait de faire des mesures. C'est bon? Oui? Avec cette méthode-là, en passant sous-costal, on peut voir s'il y a une paralysie du multipole? Ben oui, tout à fait, parce que s'il y a une moins grande excursion, ça va me montrer qu'il y a une atteinte au niveau du diaphragme, effectivement. Et j'ai mis dans votre document les valeurs de référence là, pour que vous puissiez interpréter ça. C'est bon? Alors, moi, y a-t-il des choses que vous avez mal vues, que vous aimeriez revoir avant que je vous montre des images sur la vidéo? Je me demandais pour le pneumothorax, vous disiez que, en fait, sur une inspiration normale, on voit la plèvre bouger, ça veut dire que c'est la plèvre viscérale qui bouge par rapport à la pariétale. Oui. Mais du coup, sur un pneumothorax, justement, moi je me disais par définition, c'est qu'il y a de l'air entre les deux. Exactement. Donc, les deux plèvres sont éloignées l'une de l'autre et l'ultrason ne pourra pas passer à cause de la masse d'air. Donc, ce qu'on voit, c'est l'absence de mouvement. Donc, c'est pour ça qu'on ne voit pas le signe de la plage sous la ligne pleurale. Mais quand on a la ligne pleurale, c'est les deux plèvres qui sont superposées une sur l'autre. S'il y a de l'air, il y a la plèvre viscérale qui est éloignée de la plèvre pariétale, mais la plèvre pariétale est une structure hyperéchogène qui va faire que le faisceau d'ultrason va être réfléchi. Donc, ça ne passe pas. Puis c'est pour ça que sous la ligne pleurale, qu'on est capable d'identifier, mais on ne voit aucun mouvement. Donc, on va voir la même chose qu'on voit au-dessus de la ligne pleurale, puis ça va donner l'aspect d'un code-barre. C'est bon? Est-ce que vous avez d'autres questions? OK.